j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui, une nouvelle fois, est un update lecture de 3 lectures. Donc je suis trop contente, surtout que, bon là je vous raconte un petit peu ma vie, mais en gros, la dernière vidéo que vous avez vue, donc le dernier update qui date du 11 novembre, donc c'était mercredi dernier, là je tourne, on est dimanche 15 novembre. Donc 4 jours après. Et mercredi, je vous disais que il me restait une lecture en stock et que j'espérais vous en présenter 2 voire 3. Ce serait bien pour le prochain update lecture. Et donc 4 jours après, je reviens avec 3 lectures et je suis trop contente. Mon rythme de lecture est juste fou, mais complètement fou. Bref, on va pas perdre de temps et on va commencer tout de suite. Alors, le premier livre que j'ai à vous présenter, c'est Une saison au bord de l'eau de Jenny Colgan que j'ai aux éditions Pocket. Donc, pour vous situer l'histoire, on va suivre Flora Mackenzie, qui est une jeune femme qui vit à Londres et qui travaille dans un cabinet d'avocats et qui a sa petite vie pépère tranquille en fait, avec ses habitudes. Et on sait que elle vient en fait d'une île aux alentours de l'Écosse, donc l'île de Mur, et on sait que elle y a perdu sa mère. Et il y a une histoire familiale en fait autour de ça. On sait pas trop ce qui s'est passé. On sait juste que depuis l'enterrement de sa mère, en fait, elle a décidé de partir totalement et de ne plus du tout revenir. Sauf que il va y avoir une affaire dans son cabinet d'avocat et le client en question, en fait, il veut absolument que ce soit elle qui aille traiter là-bas puisque c'est une histoire qui va se passer sur l'île et du coup, il veut que ce soit quelqu'un qui connaisse l'île, qui connaisse les personnes pour pouvoir intercéder en sa faveur en fait. Donc ils vont demander à Flora d'aller sur l'île, sauf que elle a pas du tout envie d'y aller parce qu'il y a eu cette chose un petit peu particulière avec sa famille dont on ne sait rien. Et finalement elle va quand même y aller, hein, elle va quand même aller faire son job et retourner sur l'île. Et en gros, voilà. Maintenant, ce que j'en ai pensé, déjà, c'est du Jenny Colgan, hein, clairement, on est sur de la qualité d'écriture, on est sur, pas un coup de cœur, mais sur une très bonne lecture, avec une nouvelle fois des décors superbes. Vraiment, ça donne trop envie d'aller en Écosse pour voir tous ces paysages magnifiques. On est sur des personnages super attachants, super intéressants, tous autant qu'ils sont. La relation de Flora avec son père et avec ses 3 frères, elle est super, je sais pas, je trouve qu'elle est super bien faite, super bien traitée et je trouve ça bien comment c'est amené, comment il y a une tension en fait quand elle arrive sur l'île et au fur et à mesure de l'histoire en fait ça va se décanter, il y a les non-dits qui vont ressortir, enfin tout ça c'est vraiment topissime. Voilà, je peux que vous dire que c'était trop bien. Jenny Colgan, franchement j'adore. Elle donne trop envie de manger, hein. Clairement là Flora elle va cuisiner un peu et ce qu'on voit, enfin ce qu'elle nous décrit au niveau de la cuisine, ça donne trop envie de cuisiner déjà et surtout de manger clairement. Donc voilà, une nouvelle fois en fait je suis pas déçue du tout de Jenny Colgan, je suis pas déçue du tout de l'histoire, de l'ambiance, du décor. Le seul truc qui m'a un petit peu manqué, un petit peu comme pour Rendez-vous au Cupcake Café, c'est l'animal en fait qui avait fait le, comment dire, le petit piment en fait dans la petite boulangerie du bout du monde. Le macareux avait fait en sorte que ce soit un total coup de cœur en fait. Et là, il n'y a pas eu. Et j'avais cru qu'il y aurait une histoire de baleine. Déjà, en fait, c'est pas du tout une queue de baleine, c'est une queue d'orque déjà. Et l'histoire avec l'orque passe très vite. Alors, c'est très choupi, hein, mais ça passe très vite. Et du coup, il n'y a pas vraiment. Si, elle a un chien, mais
c'est pas pareil, c'est vraiment pas pareil, donc très très bonne lecture, pas de coup de cœur. Maintenant, ce que je suis en train de me dire, c'est le troisième Jenny Colgan que je lis. Je pense que je les ai lus dans le mauvais sens, dans le sens où j'aurais peut-être pas dû commencer par La petite boulangerie du bout du monde parce que pour moi c'était vraiment le meilleur. Et du coup, bah forcément, je pense que tous ceux que je lis après, je les savoure un petit peu moins. Et en parlant de savourer, justement, ce que je pourrais reprocher, c'est... on pourrait dire que les histoires, elles sont quand même fort similaires, en fait. Les trois que j'ai lus, on va suivre une jeune femme qui va se mettre à la cuisine, hein, peu importe si c'est pour faire du pain, pour faire des cupcakes ou pour faire à manger pour sa famille. On va avoir toute cette ambiance de cuisine. On va avoir, alors pas pour Rendez-vous au Cupcake Café, mais une petite ville, enfin une petite île vraiment avec des habitants un peu vraiment qui sont ancrés dans l'île et qui ont une histoire depuis des générations avec cette île-là. On va avoir une romance qui est toujours un petit peu en... Comment dire? Il y a toujours en fait deux hommes et on ne sait jamais trop vers qui elle va aller et finalement en fait ça se goupille de telle sorte que c'est pas du tout décevant mais j'ai l'impression en fait que c'est toujours un petit peu la même chose et du coup ben, c'est toujours super agréable à lire mais j'ai l'impression en fait de faire presque une redite de ce que j'ai déjà lu d'elle et c'est le petit point négatif que j'aurais à mettre, c'est que j'adore ce qu'elle écrit, mais pour moi en fait il n'y a pas trop d'innovation. C'est plus le décor qui va changer et encore entre celui-là et la petite boulangerie, c'est relativement similaire. Les personnages, bah, c'est pas les mêmes, mais il y a une diversité en fait en termes de personnages que l'on retrouve dans chaque tome, enfin dans chaque livre qu'elle écrit. Donc voilà, au final, c'était une très très bonne lecture. Je ne regrette absolument pas de l'avoir lu. Ça m'a fait trop plaisir de retrouver la plume et l'ambiance de Jenny Colgan. Mais j'avoue que je pense que je vais lever un petit peu le pied. J'avais prévu pour un Cocooning Autumnal Challenge d'en relire un, je crois. J'avais prévu de lire la suite en fait de La petite boulangerie. Je pense que je vais attendre un petit peu, finalement je vais essayer de mettre une autre lecture. Je crois qu'il fallait que je trouve une lecture contemporaine, donc j'essaierai de trouver autre chose parce que trop d'affilée, je pense que ça peut être un petit peu lassant. Donc voilà, au final, je vous le conseille. Une saison au bord de l'eau, c'est des paysans, c'est sympa, ça se dévore et ça donne très envie de manger et de cuisiner. Donc clairement, allez-y, sans problème. Et donc ensuite j'ai eu envie de changer totalement d'univers, de genre et tout. Donc là je vais dire quelque chose de terrible, mais il y avait le Meg Corbin qui me faisait très envie, mais d'un autre côté le tome 2 de Reine de Cendre de Erika Johansen me faisait terriblement envie aussi, hein, vraiment beaucoup. Donc en fait j'ai décidé en fait de me lancer dans le Reine de Cendre. J'ai lu 2 pages, 3 pages et non, en fait pas du tout, je l'ai totalement abandonné. Je pense que je le reprendrai beaucoup plus tard maintenant que je sais à quoi m'attendre pour ce tome 2 en termes de personnages, mais je voulais quelque chose, je voulais retrouver certains des personnages du tome 1 et au final pendant une énorme partie du tome 2, tout le début en fait, on va être sur des nouveaux personnages qui sont toujours dans le même royaume, mais c'était pas ça que je voulais. Donc du coup j'avoue que je l'ai laissé un petit peu de côté, je le reprendrai très certainement en 2021, là-dessus il n'y a pas de souci. Mais du coup je me suis dit, tu voulais quand même lire le mec Corbin qui est dans ta palle depuis des lustres, et ben lis le mec Corbin. Donc le tome 1, Lettre écarlate, écrit par Anne Bishop. Et, et, et,
Ça faisait vraiment très très longtemps que ça ne m'était pas arrivé, mais j'ai adoré, adoré ma lecture. Pour vous dire, le mercredi où je vous ai filmé mon dernier update lecture, ça a été un déchirement de filmer l'update lecture pour déjà le filmer plus le monter parce que je ne pouvais pas lire pendant que je faisais tout ça. Ça a été atroce. Le fait de retourner travailler le jeudi et le vendredi, pareil, je n'arrivais pas à le lâcher en fait. Je n'ai vraiment pas réussi à le lâcher. Et donc, je vais quand même vous faire un résumé avant de plus détailler mon avis. Donc, on va suivre Meg Corbin, qui est une prophétesse de sang. Donc, en fait, elle peut voir ce qui va se passer en s'infligeant des coupures au rasoir, en fait. Et elle va énoncer des prophéties, en fait, quand son sang coule. Et dans cet univers-là, qui au final est notre monde actuel, c'est juste qu'on a au tout début du tome, on a une explication de la création en fait de l'homme et des métamorphes, des vampires, c'est pas vraiment des vampires, mais ça ressemble un petit peu, des prophétesses de sang. Donc on est dans notre monde actuel, mais avec une organisation et une histoire totalement différentes. Et dans ce monde-là, dans cette organisation-là, les prophétesses de sang sont enlevées à leur famille et placées dans des institutions où les coupures, en fait, elles vont être régulées par des contrôleurs qui déjà vont faire payer en fait les gens pour pouvoir poser une question et avoir une prophétie liée à leur question. Et en même temps contrôler aussi un petit peu les appétits des filles pour ces coupures-là, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'une prophétesse de sang se coupe, si elle ne parle pas, elle a une douleur atroce, mais elle se souvient de la prophétie qui se déroule en fait dans sa tête. Mais par contre, si elle l'énonce à voix haute, elle entre dans un extase pas possible, et par contre, elle ne se souvient plus de la prophétie qu'elle a énoncée. Mais c'est très très addictif, et du coup on les place dans ces institutions là sous prétexte de c'est dangereux pour elles de se couper sans supervision, donc du coup on va superviser tout ça pour éviter qu'elles ne se blessent trop gravement. Mais voilà, en gros c'est une institution où elles sont enfermées, où on va quand même les couper du coup, où elles n'ont pas de vie propre, elles ont juste des cours où on va leur balancer en fait des informations visuelles, auditives, des coupures de journaux, tout ce genre-là, pour que en fait elles aient les connaissances du monde extérieur pour pouvoir énoncer en fait la prophétie et identifier les choses qu'elles voient. Mais à part ça, c'est tout en fait. Et ça craint un petit peu. Et donc, notre Meg Corbin, elle arrive à trouver le moyen de s'échapper de cette institution. Donc elle s'enfuit très loin et elle va trouver refuge dans l'enclos de Lakeside. Je ne sais plus du tout c'est quoi le nom de cette ville. Bref, elle va trouver refuge dans l'enclos, donc des métamorphes en fait, des autres, c'est comme ça qu'on les appelle, il y a les humains et il y a les autres. Et en fait, il faut savoir que les humains et les autres sont vraiment séparés. C'est les autres qui décident en fait. Les terres où les humains vivent en fait, c'est les terres des autres qui les tolèrent. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est sur le territoire des autres, c'est les autres vraiment qui gèrent tout ça, et elle décide d'y aller parce que comme ça les personnes qui vont la poursuivre pour essayer de la récupérer ne pourront pas la récupérer du fait qu'elle sera protégée par les autres. Mais c'est un pari assez risqué puisque les autres en fait c'est des métamorphes, mais c'est pas comme dans toute la littérature bitlit que j'ai pu connaître. Pour le coup c'est vraiment des prédateurs, et les humains c'est de la viande. On est vraiment de la viande pour eux. Ils ne comprennent pas, ils ont vraiment beaucoup de mal à
à nous accepter et si on s'introduit sur leur territoire sans leur accord, clairement on a le droit de finir dévoré et la police côté humain, elle a rien à dire en fait, il n'y avait qu'à pas s'introduire sur leur territoire. Donc on va suivre en gros Meg Corbin qui arrive sur le territoire des autres dans l'enclos et qui va demander un poste là-bas d'intermédiaire en fait entre les humains et les autres. Et en gros, voilà, c'est le pitch de base. Je pense que pour le coup en fait j'ai tellement adoré que je vous ai fait le résumé le plus long en sachant que ce que je vous ai résumé c'est le premier chapitre à mon avis, clairement. C'était tellement bien, mais addictif comme pas possible. Je n'ai pas réussi à le lâcher tellement que le midi, en fait, on a mangé super tard parce que je n'arrivais pas à le lâcher pour aller faire manger. Et manger, c'était un déchirement pas possible parce que j'ai pas lu en mangeant. Aller me coucher alors que je bossais le lendemain, c'était super compliqué. Donc je me suis couchée super tard. Et les 500 pages, je les ai lues en 3 jours du coup, mais avec le jeudi, vendredi où je travaillais. Donc j'ai lu que le soir un tout petit peu. Et j'ai fini le vendredi soir très très tôt, il devait être 17h. Donc vraiment, les 500 pages, je les ai dévorées. C'était juste trop trop bien. L'univers, je le trouve super intéressant. La différence au niveau des métamorphes, je la trouve aussi intéressante parce que c'est vrai que dans toute la bitlite qu'on peut côtoyer, c'est toujours le même genre et on a toujours une romance entre une humaine et un loup-garou ou un métamorphe autre. Et là, ce n'est pas du tout le cas puisque je répète, hein, les autres, on est de la viande pour eux, clairement. Et il n'y a pas du tout en fait de romance entre le chef de l'enclos, donc Simon, et Meg. Il n'y a pas du tout, et puis il n'y a pas du tout cette attirance en fait sexuelle qu'on peut avoir dans toute la bitlite en fait. Et j'ai trouvé ça super bien en fait, super intéressant. J'ai trouvé que la profusion de personnages, de temps en temps c'était un petit peu difficile parce que je savais plus qui était quoi et dans quel ordre en fait on mettait les personnages, mais j'ai trouvé qu'ils étaient tous intéressants les uns les autres, vraiment topissime. Le personnage de Meg, il est génialissime. Euh, c'est trop trop bien. Et on va avoir aussi le point de vue d'un policier côté humain qui va pareil, y être en relation avec les autres pour essayer d'atténuer en fait les conflits qu'on peut avoir. Et j'ai trouvé ça super bien aussi d'intégrer ce point de vue-là en plus de celui de Simon et celui de Meg. Donc ça apporte vraiment beaucoup à l'histoire. Et c'est surtout que le côté politique, vraiment on sent que le conflit entre les autres et les humains monte crescendo en fait. Durant tout le tome 1, on a une montée petit à petit alors que cet enclos-là fait en sorte en fait d'avoir des liens avec les humains pour essayer qu'il y ait de la tolérance. Et non en fait pas vraiment. Donc ça va monter petit à petit et tout le côté politique est bien apporté et apporte un vrai plus en fait à l'histoire. Donc franchement trop trop bien, tellement bien que à peine j'ai fini le tome 1 vendredi soir que j'ai enchaîné directement avec le tome 2 que j'ai fini cet après-midi. Donc pareil, bon, il y a un petit peu moins de pages, il y a 480 pages en 2 jours, hein, c'était lu clairement. Donc et je vais pas vous faire un résumé du tome 2 du coup. Je peux juste vous dire que pour une fois sur une série de Bitlit, on va pas changer de personnage en fait au niveau des points de vue pour le tome 2. On va toujours suivre principalement Meg, Simon et le policier chargé d'apaiser les tensions. Donc ça c'est plutôt cool parce que souvent je suis un petit peu frustrée en fait quand on change de personnage. Surtout que
en règle générale, alors je dis pas que c'est tout le temps comme ça, mais en règle générale, quand on est sur des histoires de métamorphes qui changent comme ça de personnage, on a le même genre d'histoire, la même romance, le... comment dire, l'attrait sexuel qui prend une place énorme, mais vraiment énorme. Et là non, pas du tout. Et même dans le tome 2, en fait, je me suis dit, ah, vu comment ça se passe un peu, ça va peut-être évoluer vers un petit peu plus. Et en fait, pas vraiment. C'est enfin, ça commence un tout petit peu. Et encore, ce qu'on voit le plus, c'est vraiment le développement de l'amitié, en fait, qu'on va avoir entre Meg et Simon. Et l'attraction qu'ils ont tous les deux, parce que c'est une amitié forte, en fait, qui va commencer à se développer. Et, et je trouve ça super que dans une histoire de Beat on n'ait pas le côté sexuel à mort qui engendre une histoire d'amour. Là, non. Sur 2 tomes, donc sur quasiment 1000 pages, il n'y a pas une seule fois en fait une scène de sexe, déjà, clairement, il n'y en a pas du tout. Mais c'est le développement des relations déjà de Meg avec tous les personnages de l'enclos et plus, presque, ouais, un petit peu plus sa relation avec Simon. Mais c'est que de l'amitié, c'est... Voilà, je ne peux que vous dire, franchement, si vous ne vous êtes pas encore lancé dans Meg Corbin, que vous avez envie un peu de beat lit, mais pas standard en fait, eh ben franchement, foncez, c'est topissime, c'est super addictif. Et ce que je peux vous dire quand même, c'est que le tome 2, je l'ai trouvé un peu moins addictif, même si c'était dur de le lâcher à certains moments. Mais je pense qu'il y avait aussi le côté, il n'y avait plus la nouveauté en fait. Je connaissais déjà les personnages, je connaissais déjà l'univers et la façon dont ça se met en place. Donc il n'y avait plus trop cet attrait-là. Et je vous avoue que j'ai très envie de lire le tome 3, mais je vais me calmer, je vais m'arrêter là pour éviter d'avoir une overdose et de pas réussir en fait à accrocher les tomes suivants juste parce que je les enchaîne en fait. Donc je vais faire une petite pause, mais à mon avis le tome 3 sera lu avant la fin de l'année, je pense, parce que franchement c'était génial. Donc honnêtement, coup de cœur absolu pour le tome 1 et excellente lecture pour le tome 2 qui s'appelle Volet Noir, je crois, j'ai oublié de vous le dire. Voilà, franchement, allez-y. Donc voilà, pour conclure cette update lecture, j'ai fait une semaine de folie niveau lecture. J'ai lu que des livres super géniaux et j'espère que je vais continuer comme ça avec un aussi bon rythme de lecture parce que eh ben, ça fait du bien d'avoir ce genre d'addiction là en fait. Ça faisait longtemps en fait que je ressentais pas le manque de lire et ce manque là, je le trouve juste extraordinaire. Et, et puis quoi de mieux qu'avoir une addiction et un manque pour de la lecture. J'ai envie de dire, il n'y a rien de mieux, il y a rien de mieux que ça. Bref, je vais vous laisser là-dessus. Je pense que j'ai beaucoup trop parlé pour le coup, mais c'est tout frais pour moi et vraiment c'est un coup de cœur absolu. Donc voilà, mais je vais vous laisser là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire. Ça me fera super plaisir. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!